Bonjour, de nouveaux tarifs. Ben oui, c'est dans ce monde-là dans lequel on vit. Aujourd'hui, donc, essentiellement, ce sont des tarifs de remplacement qui ont été annoncés par la Maison-Blanche. Ça touche à peu près 90 pays dans une fourchette de 10 à 12 Pour nous éclairer là-dessus, Georges Mercier est analyste, doctorat en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris et à l'Université de Montréal. Salut, Georges. Coucou, Alex. Coucou. Ils sont contents en régie, hein? Oui, parce que tu avais fait une gageure avec eux que tu allais nous dire coucou. Oh, j'avais une demande spéciale ce matin. Ah, bon, mais c'est parfait. Alors là, ce sont à peu près les mêmes tarifs, le même pourcentage, mais pour une justification différente. Oui, c'est ça. Essentiellement, le dilemme qui se présentait à la Maison-Blanche, si on fait la petite histoire, bon, on se souvient l'an dernier, vous avez eu ce jour de libération où Trump invoquait une loi de 1977 pour imposer un droit de douane à peu près à tout le monde en invoquant une urgence économique. Bon, l'affaire se rend en Cour suprême. La Cour suprême lui dit, écoute, dans la loi, il n'est pas mentionné le terme tarif. La taxation est un pouvoir du Congrès aux États-Unis. Tu ne peux pas faire ça. Là, ça pose un sacré problème pour la Maison-Blanche parce qu'ils avaient commencé à collecter des dizaines de milliards de dollars en revenus tarifaires. Et donc, ils invoquent une nouvelle loi qui permettait au président de le faire pour une durée déterminée et on réapplique un tarif de 10 à peu près à tout le monde sur la planète. Bon, il y a des exemptions pour certains biens, mais à peu près à tout le monde. Le gros problème, c'est que cette nouvelle loi-là, elle arrivait à échéance ce vendredi, aujourd'hui à minuit. Et donc, il y avait un problème pour la Maison-Blanche. Comment on fait pour garder essentiellement les mêmes droits de douane sur une autre autorité juridique? Donc, on fouille dans les codes de loi et là, on invoque une nouvelle loi sur le commerce qui permet d'imposer des droits de douane pour lutter contre des produits issus du travail forcé. Là, ce que la Maison-Blanche vient de dire, c'est essentiellement, partout sur la planète, il n'y a pas un pays qui en fait suffisamment, de manière suffisamment crédible, pour lutter contre le travail forcé. Donc, on leur réimpose sur une nouvelle autorité juridique un 10 ou un 12,5 Puis ça, c'est soudainement un enjeu là, qui est devenu très prioritaire pour la Maison-Blanche. Je pense qu'il n'y a aucun observateur sur la planète qui pense que la Maison-Blanche se soucie vraiment du travail forcé. Là. C'est pas une Maison-Blanche qui nous a habitués à son souci pour les valeurs et pour les trucs humanitaires. Donc, le prétexte est peut-être faux, mais l'important, c'est pas ça. L'important, c'est est-ce qu'il résiste au travail des tribunaux? Là, il y a des questions ici, parce que c'est très, très, très expansif comme lecture de la loi, ce qu'on fait. Il y a probablement un peu d'overreach en bon français, où on s'octroie encore un pouvoir qu'on ne devrait pas avoir. Mais pour l'instant, les droits de douane restent essentiellement les mêmes. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Contrairement au jour de la libération, où là, vraiment, on voulait réécrire les règles du commerce des États-Unis avec le reste du monde, là, essentiellement, on continue ce qu'on avait déjà commencé. C'est peut-être pour ça que la réaction sur les marchés n'a pas été désastreuse. S'il y a des réactions désastreuses, c'est pour une autre raison. Oui, et l'autre raison, c'est notamment la flambée du prix du baril de pétrole. On a dépassé la barre symbolique du 100 $ hier. Ça s'est restabilisé un petit peu pour ce qui est du Brent, qui est comme la référence mondiale. Et sur le terrain, Georges, il y a eu encore une autre nuit de frappe américaine en Iran. Puis là, on s'aperçoit que les Houthis foutent vraiment le bordel en mer Rouge. Ben, c'est que là, il y a deux pétroliers saoudiens qui ont été frappés par les Houthis. Bon, les Houthis, qui sont-ils? C'est quand même un groupe rebelle qui sévit au Yémen, allié plus ou moins fortement avec l'Iran. Si on veut voir, voyez le Moyen-Orient, le pétrole qui en sort comme un grand vase. Okay. Et puis disons que ce vase-là a deux trous. Au début du conflit, les Iraniens ont bloqué Hormuz, le trou numéro 1, pour mettre de la pression sur l'économie. Mais pour l'Arabie saoudite, il y avait une solution. Parce que de l'autre côté, vers l'ouest, ben, il y avait un deuxième trou, le détroit de Bab el-Mandeb, d'où on pouvait faire sortir un peu de la production saoudienne. Et puisque le pétrole d'Arabie saoudite pouvait passer par là pour aller vers l'Asie, ben, la pression sur les marchés n'a pas été aussi importante qu'elle aurait pu être. Oui, je comprends. L'affaire, c'est que les Houthis se trouvent tout près de ce détroit de Bab el-Mandeb, et là, les Iraniens leur auraient demandé de commencer à entraver le trafic là-bas. Puis il y a une coopération assez forte entre les deux pays. Vous avez notamment des membres des gardiens de la Révolution, selon certains reportages, qui sont au Yémen, qui guident un peu les Houthis, qui leur disent comment faire. Donc là, on se contente pour l'instant de bloquer les navires saoudiens. C'est important de le mentionner parce que dans ce détroit-là, le trafic continue pour d'autres produits et d'autres pays. Mais néanmoins, si ça devait se concrétiser, ça ouvrirait un second front pour les États-Unis. Et là, la question, c'est est-ce que l'armée américaine, qui a déjà beaucoup de misère à atteindre ses objectifs en Iran, serait capable, au même moment, de s'occuper des Houthis au Yémen? Juste un point important là-dessus.
Les Houthis, c'est pas un groupe qui est aussi fort, qui est aussi en sécurité sur son territoire que les Iraniens. Il y a une guerre civile au Yémen. Il y a un vrai risque pour eux que s'ils continuent à fanfaronner, comme dirait le secrétaire d'État, l'Arabie saoudite entre dans le conflit ou le gouvernement reconnu par la communauté internationale du Yémen les attaque. Donc, on verra si ça se concrétise, mais c'est tout un pari de la part des Houthis. C'est aussi tout un pari de la part des Iraniens qui, là, prennent quand même le risque d'internationaliser, de faire entrer d'autres pays dans ce conflit-là. Mais on sent quand même, Georges, que le président Trump a recommencé à les menacer, là, en disant, là, j'évalue la possibilité de frapper très fort. Est-ce qu'à un moment donné, là, pour se sortir de son bourbier, le président va dire assez, c'est assez? Est-ce que tu crois à ces menaces-là, toi? Mais c'est qu'elles se produisent tellement souvent, puis il les met si peu souvent à exécution que ça commence à être difficile de le croire. Là, ce qu'il disait hier, essentiellement, c'est si les Iraniens, ou hier ou avant-hier, si les Iraniens frappent un navire, je vais frapper une centrale nucléaire, une centrale énergétique ou un pont. Bon, grosse menace. Ce qu'il a dit aussi, ça c'est intéressant, hier, il proposait de compenser les dommages causés aux opérateurs de navires, aux armateurs, par des tirs iraniens avec des fonds iraniens gelés par les Américains. Ah. Donc, l'idée encore ici, c'est un double étranglement de l'Iran. Oui, on frappe militairement pour les empêcher de contrôler le détroit d'Ormuz, notamment. On frappe des lanceurs de missiles, des stations de radar, des choses comme ça. Ça ne fonctionne pas jusqu'à maintenant. Au même moment, les Américains ont quand même remis en place le blocus des exportations iraniennes. Puis l'économie iranienne, elle va extraordinairement mal. L'inflation alimentaire est dans les 3 chiffres. Le taux de chômage augmente et la guerre a entraîné un coût faramineux pour les Iraniens parce que tout ce que les Américains détruisent dans les 13 derniers jours, tout ce qu'ils ont détruit durant la guerre, ils vont devoir le reconstruire. Donc, il y a une facture très, très salée qui approche pour le régime iranien. Le problème, c'est qu'on a là-bas un gouvernement qui est tout à fait prêt à imposer à sa population un coût économique désastreux puis beaucoup, beaucoup de douleur pour se maintenir en poste et ne pas plier devant les Américains. On a beaucoup parlé, Georges, du fait que Trump s'est beaucoup enrichi depuis qu'il est redevenu président. Mais là, il y a une manchette qui fait énormément réagir, honnêtement, sur Wall Street. C'est qu'on proposerait un accès plus rapide au message du président sur Truth Social. Et on sait à quel point, j'ai un souvenir très limpide de tout ça. Souviens-toi, après la journée de la libération, il s'est écoulé quelques semaines, nos placements avaient beaucoup baissé. Et là, par un bon matin, Trump avait annoncé en disant « Ah, c'est une très belle journée pour investir aujourd'hui ». Et après ça, boum, là, ça avait boomé. Ça, est-ce que c'était une autre espèce de stratagème C'est que c'est assez flagrant. Bon, on sait que les annonces de Donald Trump, aussi bien au sujet de la guerre que sur certaines compagnies, ont tendance à faire bouger les marchés. Donc là, ce que la compagnie qui possède Truth Social, le réseau social sur lequel il s'exprime, propose, c'est de vendre un accès plus rapide à son réseau, à son fil Truth Social. C'est quelques millisecondes, là. L'idée ici, c'est qu'il y a des firmes d'investissement qui pourraient automatiser leurs transactions. Puis s'ils arrivent un peu avant le marché, avant toi et moi, finalement, ils vont avoir un meilleur prix pour leur achat. C'est comme un délit d'initié, ça? Ah non, mais ça s'apparente à un délit d'initié, mais là, en public, devant tout le monde, c'est pas encore fait, ça suscite un backlash. Il chargerait quand même 100 000 $ par mois pour cette souscription-là, pour avoir accès plus rapidement au message de Trump. C'est vrai, on parle beaucoup de la corruption de l'administration, puis on sait que Trump a un volume de transactions boursières gigantesque. Là, c'est comme peut-être la goutte qui ferait déborder le vase. Merci, Georges. Merci à toi.